C'est parti pour l'Euro, un mois de football, 24 nations, toutes celles-là à retrouver, il y en a d'autres sur mon t-shirt, et bien d'autres, 24 au total, c'est la première fois que ça arrive, cet Euro qui a été imaginé par Michel Platini pour les 60 ans de l'UEFA, un Euro éclaté dans toute l'Europe. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, entre le Covid, qui a un petit peu pollué la préparation, qui pollue aussi nos esprits depuis plusieurs mois, et le fait que cet Euro justement est éclaté entre plusieurs villes, qu'il y a eu un peu du suspense par rapport à où est-ce que ça allait être organisé et tout ça, et que du coup on n'a plus cet aspect grande fête commune, moi ça me hype un tout petit peu moins, mais je pense que ça va monter au fur et à mesure de la compétition, tout simplement, en tout cas j'espère. La couverture télé aussi n'aide pas, très peu de matchs en clair, et ça quand on se plaint comme Andrea Agnelli, le président de la Juventus, qui est l'un des instigateurs du projet Super League, que les enfants ne regardent plus le football, ne regardent plus les matchs en entier, etc. Tout simplement, quand tu mets une grande compétition internationale qui n'a lieu qu'une fois tous les 4 ans sur des chaînes privées où il faut s'abonner pour pouvoir les regarder, oui, forcément, les gens ne regardent plus. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens quand j'étais enfant, c'est par l'Euro et le Mondial que je me suis intéressé tout simplement au football. J'ai des grands souvenirs du Mondial 2006 dont j'avais vu une grosse majorité des matchs. J'ai un souvenir très particulier avec France-Togo par exemple. Bon, l'équipe de France elle est toujours diffusée en clair, heureusement. Mais voilà, il y a plein de matchs qui sont hyper intéressants qui ne vont pas être diffusés en clair, et ça, je pense que c'est un problème, et derrière, tu ne peux pas te plaindre en tout cas que ton produit manque d'exposition, parce que là, c'est une compétition qui est internationale, et derrière, ça a des répercussions en fait sur l'intérêt que les gens portent au football. D'ailleurs, les droits télé. Quelle blague! Quelle blague! Alors, vendredi, il y a eu l'ALFP qui a fait son conseil d'administration pour attribuer les fameux droits télé sur la période 2021-2024 après l'échec de Mediapro. On devait avoir un arrangement à l'amiable avec Canal+. Le matin même, l'équipe titre sur ça, sur le fait que le deal, ça va être ça, patati patata, tout est déjà prévu en amont, et le conseil d'administration est prévu à 12h30. Et il est repoussé, on se demande un petit peu pourquoi, et en fait ce qui s'est passé, c'est que la veille au soir apparemment, Amazon a transmis une offre de toute dernière minute donc, et c'est pour ça qu'ils ont repoussé le conseil d'administration qui a démarré vers 15h, et au final, patatras, les droits que Mediapro avait et qui ont été donc rendus, puisqu'il y a eu faillite, bien, ils sont attribués à Amazon, et alors forcément, ça n'a pas fait plaisir du côté de chez Canal+. Réaction immédiate, on a eu même le mail de Canal+ avant d'avoir le communiqué de la LFP sur la répartition des droits télé. Canal+ ne diffusera plus les matchs de Ligue 1 qu'ils avaient, tout simplement. Donc là, petit problème, on est encore parti pour un long feuilleton. On va revenir un petit peu quand même sur pourquoi la LFP a fait ce choix et pourquoi Canal+ s'est entêté en fait là-dedans. Donc là, ce qui a été attribué, c'est 8 matchs de Ligue 1 par journée, les 10 meilleures affiches de la saison, 66 deuxième et troisième choix, 8 matchs de Ligue 2 et, faut pas oublier, le magazine du dimanche. Donc en fait, finalement, ça englobe ce qui se passe sur le week-end, et c'est très important de le préciser en ce qui concerne Amazon, j'y reviendrai. Et l'offre d'Amazon, justement, elle est de 250 millions d'euros sur la Ligue 1 et 9 millions d'euros sur la Ligue 2. C'est du fixe, 259 millions d'euros, ce qui permet d'atteindre un total avec ce que possède déjà Canal+, les droits de ce qu'il diffuse déjà, ce que diffuse également Free, par exemple, l'offre smartphone un peu numérique, juste les buts, etc. Enfin, tout ce qui avait été déjà attribué. On arrive à un total fixe de 663 millions d'euros par saison. On est grosso modo 100 millions d'euros de moins que ce que touchait la LFP sur la période 2016-2020, donc avant l'arrivée de Mediapro. Alors que l'offre de l'attelage Canal+, beIN Sport, c'est 595 millions d'euros en fixe et des bonus liés notamment à l'arrivée d'abonnés sur ces plateformes pour un total potentiel de 673 millions d'euros par saison. Donc pour 10 millions d'euros en plus qu'elle n'était pas sûre d'obtenir, la Ligue a fait son choix, Amazon. Après la crise dans laquelle elle a été plongée par le retrait de Mediapro,
Elle avait besoin d'argent cash, sûr et rapidement. C'est ça qui a guidé son choix et pas tellement l'envie de vouloir faire rentrer un nouvel acteur sur le marché, sous-entendu d'ailleurs par certains se venger de Canal+, alors qu'elle a été un petit peu sauvée par Canal+, quand Mediapro s'est retiré. Mais en même temps, sur cet aspect, eh bien, Maxime Saada est un peu puni. Il a péché par vanité. À force de vouloir jouer le sauveur et surtout de vouloir faire la pluie et le beau temps, de tirer les prix vers le bas, eh bien, il a perdu son pari. Amazon, qui a joué un bon coup de poker, a mis une offre légèrement supérieure et il perd tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui verraient dans ce choix d'Amazon une nouvelle erreur à la Mediapro, ben la comparaison, elle ne tient pas. Mediapro, on n'avait pas beaucoup d'informations sur cette entreprise et elle devait payer 853 millions d'euros par saison. C'est énorme. Alors que là, Amazon, 259 millions d'euros par saison. Et surtout, c'est l'une des entreprises les plus grosses du monde, tout simplement, les fameux GAFAM. Donc, en termes de sécurité, on est tranquille. Et c'est aussi une entreprise qui a une expérience maintenant de la production dans le monde du sport. Elle est implantée aux États-Unis, en Angleterre. Elle commence aussi en Allemagne et en Italie. En France, ils ont déjà l'expérience de Roland-Garros, du coup, qu'ils ont pu tester. Certains évoquent une faible audience. En même temps, est-ce que c'est réellement comparable à ce qu'on peut voir à la télé normale, même à la télé par abonnement? Amazon, c'est quand même relativement nouveau pour beaucoup de consommateurs qui n'avaient pas forcément envie de s'abonner, même si c'était gratuit pour le premier mois, pour un tournoi qui allait durer 2 semaines. Alors que là, on a un engagement sur une saison, donc la question, elle se pose, surtout qu'à l'heure actuelle, 50 € par an pour Amazon Prime Video, c'était 25 € par mois pour Mediapro. Bon, ça c'est ce qu'on s'est dit en voyant du coup le résultat, mais Amazon a quand même laissé la porte ouverte. Ils ont dit qu'ils donneraient des précisions sur l'abonnement et sur d'autres choses dans les semaines à venir, donc ce qui veut dire que l'abonnement pourrait évoluer. En même temps, c'est vrai que 16 matchs par semaine sur toute une année, eh bien, c'est différent que 2 semaines de Roland-Garros, bien sûr, en termes d'impact financier. Les 259 millions d'euros plus les coûts de production, il va quand même falloir les assumer. Quand bien même tu attires des nouveaux consommateurs, des nouveaux clients sur Amazon Prime Video à 50 € par an, avec tout ton produit d'appel, etc., ça ne te rembourse pas forcément. Et puis, je pense qu'il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que tu es obligé de faire une chaîne de télévision et donc d'émettre en continu? Avec un service de streaming comme Amazon Prime Video, tu t'es engagé à faire 16 matchs d'1h30, à faire un magazine le week-end, mais tu t'es pas engagé à plus. Est-ce que tu as besoin d'émettre du lundi minuit 1 jusqu'au dimanche minuit? Parce que c'est un petit peu ce qui avait posé problème avec Mediapro, c'était un accord avec Canal+ pour émettre via satellite, et aussi de trouver des accords avec les fournisseurs d'accès à Internet pour que le service soit disponible sur l'entièreté des box, pour recevoir en fait la télévision par Internet et le satellite pour ceux qui ne reçoivent pas la télévision par Internet. Amazon Prime, ça fonctionne un petit peu différemment. Donc, est-ce qu'ils vont avoir ces contraintes-là? Est-ce qu'ils vont devoir aller créer cette chaîne, trouver un accord satellite, etc. pour aussi capter un public supplémentaire? C'est une vraie question qui se pose. Élément de réponse dans les semaines à venir. Pour rester un peu dans le football, on va parler des transferts du PSG avec les 2 recrutements libres. Le premier est celui qui est fait de Georginio Wijnaldum, je sais pas. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est un très bon coup. On le sait, c'est un joueur d'expérience qui a gagné la Ligue des Champions, qui est devenu un joueur de classe mondiale à Liverpool, où il est quand même titulaire indéboulonnable. Il a joué 38 matchs en Première Ligue cette saison. Il est surtout habitué à jouer à très haute intensité, à couvrir beaucoup de terrain, ce qui manque un petit peu à Paris, où on aime la technique, mais où dès que la pression adverse s'intensifie, eh bien, c'est un club qu'on sent souvent à bout de souffle. On sait en plus que Verratti ne termine quasiment jamais les matchs, une grosse difficulté à jouer 90 minutes. Techniquement, Wijnaldum est meilleur que Gay. Physiquement, dans les capacités athlétiques, je pense qu'il est meilleur que Paredes. Herrera, c'est aussi en dessous. Enfin, très clairement, il va être le 2e meilleur milieu de terrain derrière Verratti au PSG. Donc, pour moi, surtout recruter libre, c'est évidemment un très bon coup. Alors après, évidemment, il va avoir 31 ans. Ça commence à faire beaucoup de personnes au milieu de terrain à Paris. Donc voilà, il va falloir un petit peu réfléchir à tout ça et à comment tu construis ton équipe. Mais en tout cas, pour avoir un 11 très compétitif, c'est un joueur à côté duquel tu ne pouvais pas passer cet été. Alors Donnarumma, par contre,
Bon, le deal n'est pas ficelé, mais le dilemme de base, il est un petit peu le même. Quand tu peux avoir un très bon joueur libre, mais que tu es déjà fourni à ce poste, est-ce que tu y vas? Alors, le truc, c'est qu'au milieu de terrain, tu fais jouer 2-3 joueurs, donc tu peux faire un petit peu une rotation. Au poste de gardien de but, c'est pas du tout pareil. Et quand tu as trouvé Navas monstrueux, après des années de galère sur ce poste, eh bien, pourquoi tu viens t'embêter à remettre un petit peu de la concurrence, à rajouter de l'incertitude? Surtout que Donnarumma, foncièrement, il n'est pas meilleur que Navas. Il est même plus irrégulier. Alors certes, il a 22 ans, mais il a déjà 300 matchs en tant que pro. Quelle marge de progression il lui reste encore? Il en reste sans doute, puisque la carrière d'un gardien de but, en plus, elle est bien plus longue que les joueurs de champ. On sait qu'un gardien, ça atteint sa maturité, on va dire, vers l'âge de 30 ans, mais pour un gardien normal, c'est-à-dire qui accède au plus haut niveau un petit peu plus tardivement aussi. Là, Donnarumma, voilà, on a dit 300 matchs déjà de première division, il a bien engrangé. Donc, jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'il peut être meilleur que Navas à court terme, à moyen terme, à long terme? On ne sait pas vraiment. En plus, ils ont un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts. Le jeu au pied, vraiment pour tous les deux. Donc, quel intérêt à aller sur ce joueur? La solution qui a été trouvée visiblement, ça serait de l'envoyer en prêt la première année du côté de l'AS Rome. Tu solutionnes un petit peu le problème temporairement. Il y a une autre question, c'est qu'est-ce que tu fais de tes autres gardiens de but? Parce que tu as acheté Sergio Rico, mais tu as aussi Areola qui a été prêté qui va revenir, tu as Le Tellier, tu as Marcin Bulka. Ça commence à faire beaucoup de monde aussi à ce poste et il y a un moment où il va falloir gérer. Et puis, c'est pas un transfert qui est complètement gratuit puisque tu vas payer 20 millions d'euros Mino Raiola, l'agent. C'est une somme considérable, c'est finalement un achat de joueur en réalité là que tu réalises. On va parler un peu de Roland quand même. Alors à l'heure où j'enregistre, la finale féminine est en train de se jouer, la finale masculine du coup n'a pas encore eu lieu. Donc c'est un petit peu difficile d'en tirer un bilan complet, même si j'ai vu la quasi-totalité des matchs. La Grèce se met bien, Sakkari en demi-finale, Tsitsipas en finale, voire peut-être vainqueur. Je dois dire que j'aime bien Sakkari, qui est une joueuse que je trouve très moderne, très physique, bien sûr on l'a vu, qui frappe fort, mais malgré tout avec beaucoup de variété aussi dans son jeu. Il lui manque peut-être juste un petit peu un aspect mental, c'était déjà un problème avant. Je trouve qu'elle a passé un palier quand même là-dessus dans ce tournoi en éliminant Elise Mertens en 3-7 et en venant à bout aussi de Sofia Kenin et d'Iga Swiatek en 2-7 qui était favorite par rapport à elle. Finalement ça a marché. Elle a encore craqué finalement en demi-finale, là où cette fois-ci c'est elle qui endossait, en tout cas au niveau du classement, le costume de favorite, même si bien évidemment que c'était très indécis contre Krejcikova qui fait clairement le tournoi de sa vie. Rafael Nadal ensuite qui tombe en demi, alors ça c'est historique évidemment, ses 13 précédentes demi-finales, il les avait remportées et surtout il avait eu le titre au bout, donc voilà, c'est assez incroyable ce qui se passe. Alors, il ne faut pas en conclure le changement de génération, etc., puisque c'est Djokovic qui l'a battu. Et on a senti un Nadal un petit peu en dedans physiquement, ce qu'on avait déjà vu tout au long du tournoi d'abord, et même dans les tournois précédents. Le Covid, encore une fois, est passé par là, avec, même s'il ne l'a pas attrapé, en tout cas des problèmes de préparation. Donc on ne peut pas en tirer de conséquences réellement à court, moyen ou long terme sur sa carrière. Et puis ce match, au-delà de son niveau incroyable pour tous les observateurs, il était marqué par une petite polémique, la question de la dérogation pour le couvre-feu. C'était pas la première fois dans le tournoi que justement on se désolait du fait que les spectateurs devaient quitter les tribunes avant la fin d'un match. Et là, c'est vrai que vu l'affiche, vu le niveau qui était proposé, vu l'heure à laquelle il avait démarré, c'était vraiment dommage si les spectateurs ne pouvaient pas rester jusqu'au bout et finalement la demande a été acceptée. Et tout de suite, on a vu des réactions qui étaient un petit peu étranges, dommages en tout cas par rapport à la victoire que cette dérogation constituait. Certains ont parlé d'inégalité de traitement, d'autres ont accusé la bourgeoisie de profiter de ses privilèges par rapport aux ouvriers qui avaient subi le couvre-feu pendant des mois et des mois. Mais il faut réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui a guidé cette dérogation en fait, et aussi pourquoi le couvre-feu a été mis en place et dans ce cas-là, n'a pas été entre guillemets respecté. Le couvre-feu, il a été mis en place pour lutter contre la propagation du Covid-19, comme chacun sait. Mais pourquoi est-ce qu'on met un couvre-feu? Tout simplement pour limiter les flux de circulation, les personnes qui se déplacent et l'organisation de soirées
sans règles sanitaires strictes observées, sans personne pour mettre en place des protocoles et s'assurer que du coup les gens se contaminent entre eux. Or là, à Roland-Garros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis mercredi et l'extension du couvre-feu jusqu'à 23 h, il faut un pass sanitaire pour rentrer dans Roland et donc montrer, patte blanche, montrer qu'on n'est pas malade et qu'on ne peut pas contaminer les autres. En plus de ça, pas de flux dans le public, les gens restent assis pendant le match et surtout, ils étaient là depuis quasiment 4 heures, depuis que le match avait démarré. Donc à la rigueur, même s'il y a eu des contaminations, c'est trop tard. Hein. Au bout de 4 heures, enfin, le virus a fait le tour du stade. Donc, et encore une fois, il n'y a pas de virus puisque il y a un pass sanitaire strict qui est mis en place, énormément de choses qui font que on minimise au maximum les risques. Donc voilà pour les raisons de cette dérogation qu'il ne faut pas chercher à instrumentaliser, à politiser plus que ça, même si évidemment qu'il y a un aspect politique derrière, mais ne pas non plus en tirer des conclusions sociologiques trop hâtives. Bien sûr que globalement le public de Roland est relativement aisé, mais il y a aussi des étrangers qui viennent, on l'a vu, il y avait des Serbes, il y a des Belges souvent qui font le trajet, et puis il y a des gens qui ont économisé énormément pour pouvoir s'offrir ce plaisir parce que c'est des passionnés de tennis tout simplement. Je trouve aussi cette décision beaucoup plus logique que celle du mardi soir où on a mis 5000 personnes dans la même tribune au Stade de France, comme ça faisait très joli devant la caméra en plan large, mais finalement toutes les autres tribunes autour étaient vides. Et donc là, même s'il y a probablement eu, j'espère en tout cas, des tests PCR, etc. réalisés en amont, mais là on avait une plus grosse concentration de personnes par rapport au stade, aux tribunes de Roland-Garros en tout cas, qui sont faites pour accueillir 15 000 personnes, et là où c'est dans toute la tribune qu'on avait réparti les 5 000 personnes présentes. Et puis pour terminer, je voulais dire un mot de 2 championnes françaises. Clarisse Abguenienou, 5e fois championne du monde tout simplement en judo, qu'on attend évidemment comme l'une des leaders à Tokyo. Et puis Lisa Barbelin qui a remporté coup sur coup le tournoi de qualification olympique et le championnat d'Europe de tir à l'arc et qui s'est offert par la même occasion la première place mondiale. Donc voilà, encore une très forte chance de médaille à Tokyo qu'il faudra suivre avec attention sur un sport qu'on ne voit pas tellement, donc ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager surtout autour de vous et à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux en description et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.